En 1834, dans les vallées reculées des montagnes Ozarks au Missouri, une mère respectable nommée Prudence Hoffman perdit ses 3 enfants en l'espace de 6 mois dans des accidents qui n'avaient rien d'accidentel. Ce qu'elle découvrit en cherchant la vérité allait révéler les secrets les plus sombres d'une communauté entière et transformer une femme brisée par le deuil en l'instrument d'une justice terrible. Si cette introduction vous glace déjà le sang, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne. Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez aujourd'hui. Car l'affaire Prudence Hoffman, conservée dans les archives judiciaires du comté de Taney County, demeure l'une des enquêtes les plus troublantes de l'histoire criminelle américaine du 19e siècle. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur la nature humaine et sur les extrémités auxquelles peut pousser une mère confrontée à l'impensable. L'année 1834 marquait une période de grande expansion vers l'ouest pour les jeunes États-Unis d'Amérique. Le Missouri, devenu État à peine 13 années plus tôt, attirait des milliers de familles de pionniers à la recherche de terres fertiles et d'un nouveau départ. Les montagnes des Ozarks, avec leurs vallées encaissées et leurs forêts impénétrables, offraient l'isolement recherché par ceux qui fuyaient la civilisation naissante des grandes villes de l'Est. Cedar Hollow était l'une de ces communautés perdues dans les replis de la montagne, accessibles seulement par des sentiers de mulets serpentant à travers des gorges rocheuses et des forêts de chênes centenaires. Cette petite colonie, établie vers 1828 par une quinzaine de familles venues principalement de Virginie et du Tennessee, comptait en 1834 exactement 87 âmes, réparties dans 16 fermes dispersées sur un territoire de plusieurs milles carrés. La géographie particulière de Cedar Hollow avait façonné le caractère de sa population. Entourée de collines escarpées et traversée par un unique cours d'eau appelé Widow Creek, la vallée formait un monde clos où chacun connaissait intimement la vie de ses voisins. Cette proximité forcée, si elle créait des liens de solidarité indispensables à la survie dans ces contrées sauvages, engendrait aussi des tensions, des jalousies et des secrets qui couvaient sous la surface apparente de l'harmonie communautaire. L'économie locale reposait principalement sur l'agriculture de subsistance, l'élevage de porcs et de volailles, et l'exploitation forestière rudimentaire. Quelques familles possédaient de petits moulins à grains actionnés par la force hydraulique de Widow Creek. Le commerce avec l'extérieur était rare et difficile, limité aux expéditions trimestrielles vers Springfield, la ville la plus proche, située à 4 jours de voyage à travers des chemins souvent impraticables. Cette autarcie quasi totale avait développé au sein de la communauté des habitudes et des traditions particulières. Les mariages se faisaient principalement entre familles de la vallée, créant au fil des années un réseau complexe de liens de parenté et d'alliances. Les disputes se réglaient selon des codes informels établis par les anciens, et la justice officielle de l'État du Missouri semblait appartenir à un monde lointain et abstrait. C'est dans ce contexte d'isolement et d'interdépendance que vivait Prudence Hoffman, née Prudence Caldwell en 1808, dans une ferme du comté voisin de Christian County. Arrivée à Cedar Hollow en 1829, après son mariage avec Joshua Hoffman, elle s'était rapidement intégrée à la vie communautaire grâce à son caractère affable et à ses compétences remarquables en médecine traditionnelle. Prudence possédait une connaissance encyclopédique des plantes médicinales des Ozarks, héritage transmis par sa grand-mère maternelle qui avait appris ses secrets auprès des Indiens Cherokees avant leur déportation. Cette expertise faisait d'elle la guérisseuse officieuse de Cedar Hollow, consultée pour tous les maux, des fièvres infantiles aux complications de l'accouchement. Son petit jardin d'herbes médicinales, soigneusement entretenu derrière sa modeste maison de rondins, était réputé dans toute la vallée. Joshua Hoffman, son époux, était un homme taillé dans le bois dur des montagnes. Charpentier de formation, il avait construit de ses mains la plupart des bâtiments de Cedar Hollow et jouissait d'une réputation d'honnêteté et de compétence qui en faisait une figure respectée de la communauté. Homme de peu de mots mais d'une droiture exemplaire,
Il partageait avec Prudence une vision traditionnelle de la famille et de la religion qui correspondait parfaitement aux valeurs dominantes de leur entourage. Le couple Hoffman avait été béni par la naissance de 3 garçons. Nathaniel en 1830, Samuel en 1831 et le petit Benjamin en 1833. Ces enfants, beaux et vigoureux, étaient la fierté de leurs parents et les chouchous de toute la communauté. Nathaniel, l'aîné, montrait déjà à 4 ans une intelligence vive et une curiosité insatiable pour tout ce qui l'entourait. Samuel, plus calme et contemplatif, possédait une dextérité manuelle remarquable qui promettait d'en faire un artisan accompli comme son père. Quant au petit Benjamin, ses boucles blondes et son sourire espiègle en faisaient l'objet de toutes les attentions. La vie des Hoffman s'écoulait paisiblement selon le rythme des saisons et des travaux agricoles. Prudence s'occupait de son jardin médicinal, de l'éducation de ses enfants et des nombreuses sollicitations de ses voisins en quête de soins. Joshua travaillait sur ses chantiers de construction, aidait aux moissons communautaires et participait aux décisions collectives qui régissaient la vie de Cedar Hollow. Les dimanches étaient consacrés aux offices religieux dirigés par le révérend Silas Brennan dans la petite église de bois qu'il avait lui-même contribué à édifier. Mais sous cette apparence idyllique de vie pionnière, des tensions sourdes travaillaient la communauté. Des histoires de limites de propriété contestées, de dettes impayées entre voisins, de jalousie amoureuse et de rivalité commerciale créaient un réseau complexe d'animosité latente. Cedar Hollow, comme toutes les communautés isolées, était un microcosme où les passions humaines se trouvaient exacerbées par la promiscuité forcée et l'impossibilité de fuir les conflits. Parmi les figures marquantes de cette société en miniature, 3 personnages allaient jouer un rôle crucial dans le drame qui se préparait. Ezekiel Hartwell, homme de 45 ans aux manières rugueuses, était propriétaire de la plus grande ferme de la vallée et l'un des colons fondateurs de Cedar Hollow. Veuf depuis plusieurs années, il vivait seul dans une imposante maison de pierre qu'il avait fait construire selon des plans ambitieux qui témoignaient de ses prétentions à diriger la communauté. Ses opinions tranchées et son caractère autoritaire en faisaient un personnage respecté mais peu aimé. Martha Quincy, femme de 38 ans d'une beauté encore remarquable malgré les épreuves de la vie pionnière, était l'épouse du forgeron local. Mère de 4 enfants et réputée pour sa générosité, elle était l'âme charitable de Cedar Hollow, toujours prête à porter assistance aux familles dans le besoin. Mais cette façade de dévouement cachait une nature plus complexe, faite d'ambitions frustrées et de ressentiments rentrés. Enfin, le révérend Silas Brennan, homme de 52 ans au visage ascétique et aux yeux perçants, dirigeait la vie spirituelle de la communauté depuis son arrivée en 1830. Prédicateur baptiste d'une érudition remarquable pour ses contrées reculées, il avait apporté à Cedar Hollow une dimension morale et intellectuelle qui manquait aux communautés pionnières typiques. Ses sermons enflammés sur la justice divine et la punition des péchés marquaient profondément les esprits simples de ses ouailles. C'est par une froide matinée d'octobre 1834 que commença la série d'événements qui allaient transformer la paisible existence de Prudence Hoffman en un cauchemar éveillé. Nathaniel, son fils aîné de 4 ans, était parti comme chaque matin aider son père à ramasser du bois mort dans la forêt qui bordait leur propriété. Cette promenade quotidienne était devenue un rituel précieux entre le père et le fils, l'occasion pour Joshua de transmettre à l'enfant les secrets de la vie en montagne. Ce matin-là, pourtant, quelque chose d'imperceptible troublait l'atmosphère habituelle. Prudence, occupée à préparer les conserves pour l'hiver qui approchait, avait ressenti une inquiétude diffuse qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer. Peut-être était-ce le brouillard épais qui noyait la vallée, ou cette qualité particulière du silence qui précède parfois les tragédies. Elle avait même failli retenir Joshua et Nathaniel, mais avait finalement écarté ses pressentiments comme de simples vapeurs de femme enceinte. Car Prudence attendait un 4e enfant, et cette grossesse, plus difficile que les précédentes,
s'accompagnaient de malaise et d'angoisse inexpliquées, qui lui rappelaient parfois les récits de sa grand-mère sur les femmes Cherokee capables de pressentir les malheurs à venir. Vers midi, Joshua revint seul à la ferme, le visage livide et les vêtements déchirés. Il s'effondra sur le seuil de la maison, incapable de prononcer un mot cohérent pendant de longues minutes. Quand il parvint enfin à articuler ce qui s'était passé, ses paroles glacèrent le sang de Prudence. « Nathaniel est tombé », balbutia-t-il entre deux sanglots. « Du haut de Ravens Cliff, je n'ai rien pu faire. Il était là, près du bord, et d'un coup, mon Dieu, Prudence, mon petit garçon. » Ravens Cliff était un à-pic rocheux d'une 50aine de pieds qui dominait la partie nord de leur propriété. Joshua expliqua qu'il ramassait du bois à proximité quand Nathaniel avait aperçu quelque chose qui l'avait intrigué près du rebord. L'enfant s'était approché pour mieux voir, avait glissé sur les feuilles humides et avait basculé dans le vide avant que son père puisse le retenir. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans toute la vallée. En quelques heures, tous les hommes valides de Cedar Hollow se rassemblèrent au pied de la falaise pour récupérer le corps du petit Nathaniel. Ce qu'ils trouvèrent confirma la version de Joshua. L'enfant avait fait une chute mortelle sur les rochers pointus qui jonchaient la base de la pique. L'enterrement eut lieu 3 jours plus tard dans le petit cimetière de Cedar Hollow, sous une pluie battante qui semblait pleurer avec la communauté entière. Le révérend Brennan prononça un sermon émouvant sur l'innocence des enfants rappelés prématurément auprès du Seigneur, et chaque famille apporta son soutien aux Hoffman selon les traditions de solidarité montagnarde. Mais pour Prudence, rongée par un chagrin qui la dévorait de l'intérieur, cette tragédie marquait le début d'un questionnement obsessionnel qui allait peu à peu empoisonner son existence. Comment un enfant aussi prudent et agile que Nathaniel avait-il pu glisser si maladroitement? Pourquoi Joshua, d'ordinaire si attentif, avait-il laissé son fils s'approcher d'un endroit si dangereux? Et surtout, qu'est-ce qui avait pu attirer l'attention de l'enfant près de ce rebord fatal? Ces questions, Prudence les garda d'abord pour elle, craignant d'accabler davantage son époux qui se reprochait déjà suffisamment la mort de leur fils. Mais elle travaillait son esprit jour et nuit, alimentée par des détails troublants qu'elle ne parvenait pas à chasser de ses pensées. Le premier de ces détails concernait Ezekiel Hartwell. Le matin de l'accident, Prudence l'avait aperçu très tôt, bien avant l'aube, se dirigeant vers la partie nord de la vallée avec un fusil sur l'épaule. Quand elle avait mentionné cette observation à Joshua, ce dernier avait expliqué qu'Ézéchiel chassait probablement le cerf, activité parfaitement normale à cette époque de l'année. Mais Prudence avait remarqué qu'Ézéchiel était revenu de sa chasse les mains vides, ce qui était inhabituel pour un chasseur de sa réputation. Le second détail troublant était lié au comportement de Martha Quincy. 3 jours avant l'accident, cette dernière était venue rendre visite à Prudence sous prétexte de lui apporter un remède contre les nausées de la grossesse. Au cours de cette visite, Martha avait posé de nombreuses questions sur les habitudes de la famille Hoffman, s'enquérant particulièrement des promenades matinales de Joshua et Nathaniel. Sur le moment, Prudence avait attribué cette curiosité à de la simple bienveillance voisine, mais rétrospectivement, ces questions prenaient une coloration plus inquiétante. Enfin, le troisième élément qui alimentait les doutes de Prudence concernait une conversation qu'elle avait surprise entre le révérend Brennan et Ezekiel Hartwell le dimanche suivant l'enterrement. Les 2 hommes, pensant être à l'abri des oreilles indiscrètes derrière l'église, échangeaient des propos à voix basse qui avaient particulièrement intrigué la jeune mère. Elle avait distinctement entendu Brennan murmurer « C'est fait ». Mais il faut être plus prudent pour les autres. Et Ézéchiel avait répondu « Ne t'inquiète pas, on dira que c'est la volonté de Dieu ». Ces bribes de conversation, si elles pouvaient avoir 1000 explications innocentes, résonnaient de manière sinistre dans l'esprit endeuillé de Prudence. Une idée terrible commençait à germer dans sa conscience, une suspicion si monstrueuse qu'elle n'osait pas la formuler clairement, même dans le secret de ses pensées les plus sombres.
Les semaines qui suivirent l'enterrement de Nathaniel furent marquées par une transformation progressive mais perceptible de Prudence Hoffman. La femme affable et souriante que connaissaient ses voisins disparaissait peu à peu, remplacée par une figure silencieuse et observatrice qui semblait scruter chaque geste, analyser chaque parole, peser chaque coïncidence avec une intensité troublante. Cette métamorphose n'échappa pas à Joshua, qui tentait de son côté de surmonter sa propre culpabilité en se jetant à corps perdu dans le travail. Il attribuait le comportement étrange de sa femme aux effets conjugués du deuil et de la grossesse, deux épreuves qui pouvaient expliquer bien des changements d'humeur et des lubies apparemment inexplicables. Mais Prudence ne se contentait pas de broyer du noir dans son coin. Avec la méthode minutieuse qu'elle appliquait à la préparation de ses remèdes, elle entreprit une investigation discrète sur les circonstances de la mort de son fils. Cette enquête personnelle commença par un réexamen attentif des lieux de l'accident. Un après-midi de novembre, profitant d'une absence de Joshua parti livrer des planches chez un voisin, Prudence se rendit seule à Ravenscliff. L'endroit qu'elle avait toujours évité auparavant à cause du vertige lui apparut sous un jour nouveau, maintenant qu'elle l'observait avec l'œil critique d'une mère en quête de vérité. Ce qui la frappa d'abord, c'était la configuration du terrain au sommet de la falaise. Contrairement à ce qu'elle avait imaginé, le rebord n'était pas directement accessible depuis le sentier que Joshua et Nathaniel empruntaient habituellement. Pour atteindre le bord de la pique, il fallait traverser une zone de buissons épais et de rochers instables qui rendaient l'approche difficile, même pour un adulte. Comment un enfant de 4 ans aurait-il pu s'y aventurer seul? Et surtout, qu'est-ce qui aurait pu l'attirer dans cette direction? En examinant plus attentivement le sol, Prudence découvrit des indices qui alimentèrent ses soupçons. Des traces de pas multiples, partiellement effacées par les pluies récentes mais encore visibles, suggéraient que plusieurs personnes étaient venues sur les lieux dans les jours précédant l'accident. Parmi ces empreintes, elle reconnut sans difficulté celle des grosses bottes de Joshua, mais d'autres traces, plus petites et plus récentes, ne correspondaient ni aux chaussures de son mari, ni aux petits souliers de Nathaniel. Plus troublante encore, Prudence trouva au pied d'un arbre proche du rebord un objet qui la glaça d'effroi. Une petite bille en terre cuite colorée, du type de celle que les enfants de Cedar Hollow fabriquaient pour leurs jeux. Cette bille, Prudence la reconnut immédiatement, car elle l'avait aidé Nathaniel à la peindre quelques semaines plus tôt. L'enfant la gardait précieusement dans sa poche et ne s'en séparait jamais. Si cette bille se trouvait au sommet de la falaise, cela signifiait que Nathaniel était effectivement monté jusqu'au rebord. Mais dans quelles circonstances avait-il été attiré par quelqu'un ou quelque chose? Et surtout, pourquoi Joshua n'avait-il jamais mentionné que son fils avait cette bille avec lui le matin de l'accident? Ces découvertes poussèrent Prudence à élargir son investigation. Elle commença à observer discrètement le comportement de ses voisins, cherchant des signes, des incohérences, des réactions qui pourraient trahir une culpabilité cachée. Cette surveillance, qu'elle menait avec la discrétion d'une indienne traquant sa proie, lui révéla peu à peu des aspects de la vie communautaire qu'elle n'avait jamais soupçonnés. Elle remarqua ainsi qu'Ezekiel Hartwell recevait régulièrement des visites nocturnes de Martha Quincy, visites que ni l'un ni l'autre ne mentionnaient dans les conversations publiques. Ces rencontres clandestines, qui se déroulaient toujours lorsque le mari de Martha était absent pour ses tournées de forge dans les fermes isolées, suggestaient une liaison adultère qui jetait une lumière nouvelle sur les motivations possibles des deux protagonistes. Prudence découvrit également que le révérend Brennan entretenait une correspondance suivie avec des autorités religieuses de l'extérieur, correspondance qui transitait par l'intermédiaire d'Ézéchiel lors de ses rares voyages à Springfield. Cette communication secrète intriguait d'autant plus Prudence que Brennan affirmait publiquement n'avoir aucun contact avec ses anciens confrères depuis son installation à Cedar Hollow. Mais c'est en fouillant discrètement dans les affaires personnelles du révérend, lors d'une visite à l'église, sous prétexte de nettoyer l'autel, que Prudence fit la découverte la plus troublante.
Dans un coffret dissimulé derrière la chaire, elle trouva une collection de petits objets qui la laissèrent sans voix. Des mèches de cheveux d'enfants soigneusement étiquetées avec des noms et des dates, des jouets miniatures, et surtout, un carnet contenant des listes de noms accompagnés de notes mystérieuses. Parmi ces noms, Prudence reconnut ceux de plusieurs enfants de Cedar Hollow, décédés au cours des dernières années dans des accidents divers. Mais le plus glaçant était de constater que les 3 noms de ses propres fils figuraient sur cette liste, accompagnés de dates qui correspondaient étrangement à leurs naissances respectives. Cette découverte confirma les soupçons les plus noirs de Prudence. Ces enfants étaient envisés par une conspiration dont les ramifications dépassaient largement le simple accident. Mais qui étaient les autres complices? Et surtout, quel était le mobile de cette entreprise criminelle? La réponse à ces questions commença à se dessiner quand Prudence entreprit de reconstituer l'historique des décès d'enfants survenus à Cedar Hollow depuis l'arrivée du révérend Brennan. Cette recherche, menée avec la minutie d'un enquêteur professionnel, révéla un schéma troublant qui ne pouvait relever du simple hasard. En 4 années, 17 enfants étaient morts dans la vallée dans des circonstances officiellement accidentelles. Noyades dans Widow Creek, chute de falaises ou d'arbres, empoisonnement par des champignons ou des baies sauvages, morsures de serpents venimeux. Ce taux de mortalité infantile, anormalement élevé pour une communauté de cette taille, n'avait jamais alerté les autorités extérieures, car chaque décès pris isolément paraissait parfaitement explicable. Mais en étudiant de plus près le profil des victimes, Prudence découvrit un dénominateur commun qui la terrifiait. Tous ces enfants présentaient des ressemblances physiques frappantes avec certains hommes adultes de la communauté, sans pour autant être leurs fils officiels. Ces similitudes, qui auraient pu passer pour de simples coïncidences dans une population aussi restreinte et consanguine, prenaient une signification sinistre à la lumière des soupçons de Prudence. Une hypothèse abominable commençait à prendre forme dans son esprit. Et si quelqu'un éliminait systématiquement les enfants illégitimes nés des liaisons adultères qui émaillaient secrètement la vie de Cedar Hollow? Cette théorie expliquerait à la fois la sélection apparemment aléatoire des victimes et l'implication de personnages aussi respectables qu'Ezekiel Hartwell et le révérend Brennan. Si cette révélation de crimes cachés vous glace le sang, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'enquête menée par Prudence Hoffman. Car ce que vous allez découvrir maintenant va transformer cette mère en deuil en un instrument de vengeance terrible. L'hypothèse qui germait dans l'esprit de Prudence était si monstrueuse qu'elle hésita longtemps avant de l'accepter pleinement. Mais les indices s'accumulaient de manière trop cohérente pour être ignorés. La mort de Nathaniel n'était pas un accident isolé, mais un élément d'un plan systématique visant à éliminer les preuves vivantes des péchés secrets de Cedar Hollow. Cette prise de conscience s'accompagna d'une révélation personnelle encore plus douloureuse. En repensant aux circonstances de la conception de ses 3 fils, Prudence dut affronter une vérité qu'elle avait enfoui au plus profond de sa conscience depuis des années. Ces enfants n'étaient pas tous les fils légitimes de Joshua Hoffman. L'été 1829, quelques mois après son arrivée à Cedar Hollow, Prudence avait traversé une période difficile dans son mariage. Joshua, accaparé par ses chantiers de construction et peu démonstratif par nature, semblait l'ignorer tandis qu'elle luttait contre la solitude et l'adaptation à sa nouvelle vie. C'est dans ce contexte de vulnérabilité émotionnelle qu'elle avait succombé aux avances du révérend Brennan. Cette liaison, née de la faiblesse et nourrie par la culpabilité, n'avait duré que quelques semaines avant que Prudence ne reprenne ses esprits et y mette fin. Mais les conséquences de cette erreur allaient la poursuivre bien au-delà de ce qu'elle avait pu imaginer. Nathaniel, conçu pendant cette période trouble, portait dans ses traits une ressemblance troublante avec le révérend que Prudence s'était efforcée de nier, même à elle-même. Cette révélation jetait une lumière sinistre sur les motivations possibles du révérend Brennan.
Si ce dernier avait entrepris d'éliminer les enfants illégitimes de la communauté, il était logique qu'il commence par ses propres bâtards, dont l'existence constituait pour lui une menace permanente de scandale et de déchéance. Mais Brennan n'agissait probablement pas seul. L'implication d'Ezekiel Hartwell et de Martha Quincy suggérait une conspiration plus large, motivée par des intérêts convergents. Ezekiel, homme puissant mais veuf et sans descendance légitime, avait peut-être engendré des enfants avec diverses femmes de la vallée. Martha, épouse frustrée d'un mari souvent absent, entretenait visiblement des relations coupables qui pouvaient avoir eu des conséquences embarrassantes. Cette reconstruction des événements permettait à Prudence de comprendre enfin la logique impitoyable qui avait conduit à la mort de Nathaniel. Mais elle comprenait aussi, avec une terreur croissante, que ses deux autres fils couraient le même danger. Samuel et Benjamin, qui portaient eux aussi les stigmates de paternité douteuse, figuraient probablement sur la liste noire des conspirateurs. Cette certitude poussa Prudence à une vigilance de tous les instants. Elle ne quittait plus ses enfants des yeux, les accompagnait dans tous leurs déplacements, inventait 1000 prétextes pour éviter qu'ils ne restent seuls avec des voisins potentiellement dangereux. Cette surveillance obsessionnelle inquiéta Joshua, qui tentait vainement de raisonner sa femme sur ce qu'il percevait comme une anxiété excessive liée au traumatisme récent. Mais les précautions de Prudence ne suffirent pas à prévenir la seconde tragédie. Un après-midi de décembre 1834, Samuel disparut alors qu'il jouait dans la cour de la ferme sous la surveillance supposée de Martha Quincy, venue aider Prudence pour les préparatifs de Noël. La version officielle des événements, racontée par Martha entre deux sanglots, était d'une simplicité dramatique. Samuel était sorti jouer près de Widow Creek pendant qu'elle préparait des biscuits dans la cuisine. Quand elle était ressortie pour l'appeler, l'enfant avait disparu. Ses recherches l'avaient menée au bord du ruisseau, où elle avait découvert avec horreur le petit corps de Samuel flottant dans un bassin naturel profond, apparemment tombé à l'eau en glissant sur les rochers gelés. Cette explication, qui satisfit immédiatement Joshua et les autres hommes accourus sur les lieux, ne convainquit pas Prudence un seul instant. Samuel, âgé de 3 ans, était un enfant prudent qui avait été maintes fois mis en garde contre les dangers du ruisseau. De plus, les traces dans la neige autour du point de chute ne correspondaient pas à celles d'un enfant ayant glissé accidentellement. L'examen du corps, que Prudence insista pour effectuer elle-même malgré les protestations de son entourage, révéla des détails troublants. Samuel présentait une ecchymose à la base du crâne qui ne cadrait pas avec une simple chute dans l'eau. Ses vêtements, mouillés mais non déchirés, suggéraient qu'il avait été placé dans l'eau plutôt que d'y être tombé après une chute violente. Plus troublant encore, Prudence remarqua que les petites mains de Samuel étaient étrangement propres pour un enfant qui était censé avoir joué dans la neige et la boue avant sa chute. Cette propreté artificielle suggérait que quelqu'un avait pris soin de laver le corps avant de le placer dans le ruisseau. Détail qui transformait un accident apparent en meurtre déguisé. Mais personne ne voulut entendre les observations de Prudence. Joshua, rongé par une culpabilité nouvelle et accablé par ce second deuil, refusait d'envisager que la mort de Samuel puisse être autre chose qu'un terrible accident. Les voisins, venus présenter leurs condoléances, attribuaient les soupçons de Prudence au délire d'une mère frappée par le malheur et déséquilibrée par sa grossesse avancée. Seule Martha Quincy manifestait une compréhension particulière pour la détresse de Prudence. Elle multipliait les visites de réconfort, les gestes d'aide pratique, les paroles de compassion qui auraient dû rassurer la mère endeuillée. Mais cette sollicitude excessive éveillait chez Prudence une méfiance croissante. Pourquoi Martha se montrait-elle si empressée? Pourquoi semblait-elle connaître par avance les besoins et les réactions de Prudence? Et surtout, pourquoi ses condoléances sonnaient-elles si faux? L'enterrement de Samuel eut lieu 3 jours avant Noël, dans la même atmosphère de deuil communautaire que celui de son frère aîné. Le révérend Brennan prononça un sermon encore plus émouvant que le précédent, évoquant l'innocence des agneaux rappelés au bercail céleste et la nécessité d'accepter les épreuves envoyées par la Providence.
Ces paroles, d'une beauté littéraire remarquable, masquaient mal aux yeux de Prudence une hypocrisie monstrueuse. Pendant la cérémonie, Prudence observa attentivement les réactions de l'assistance. Ce qui la frappa, c'était l'absence totale de surprise chez certains participants. Ezekiel Hartwell, Martha Quincy et même quelques autres familles semblaient avoir anticipé cette tragédie, comme s'ils assistaient à l'accomplissement d'un plan prévu de longue date. Cette observation confirma à Prudence que la conspiration dépassait largement le trio qu'elle avait identifié initialement. D'autres membres de la communauté étaient probablement impliqués, soit comme complices actifs, soit comme témoins silencieux, qui préféraient fermer les yeux sur des crimes, leur évitant d'embarrassants dévoilements. Les semaines qui suivirent l'enterrement de Samuel furent marquées par une intensification de la surveillance que Prudence exerçait sur Benjamin, son dernier enfant survivant. Cette protection obsessionnelle prit des formes qui inquiétèrent profondément Joshua et commencèrent à faire jaser les voisins. Prudence ne quittait plus jamais Benjamin, l'emmenant partout avec elle, refusant qu'il joue avec les autres enfants, inventant des prétextes pour éviter les invitations chez les voisins. Elle avait transformé leur maison en forteresse, barricadant les portes la nuit, vérifiant sans cesse que personne ne rôdait autour de leur propriété. Cette vigilance extrême exaspérait Joshua, qui voyait dans le comportement de sa femme les signes d'une maladie mentale liée au choc des deuils successifs. Leurs disputes, de plus en plus fréquentes et violentes, portaient toujours sur le même sujet. Prudence accusait son mari de ne pas protéger leur famille, tandis que Joshua reprochait à sa femme de sombrer dans une paranoïa destructrice. « Tu deviens folle, Prudence », lui lança-t-il un soir après une énième dispute sur la nécessité de laisser Benjamin jouer normalement avec les autres enfants. « Ces accidents sont terribles, mais ce sont des accidents. Tu ne peux pas passer ta vie à voir des complots partout. » Mais Prudence savait ce qu'elle avait vu et découvert. Sa conviction que Benjamin était en danger ne faisait que se renforcer au fil des jours, alimentée par de nouveaux indices que lui seul semblait capable de percevoir et d'interpréter. Elle remarqua ainsi que Martha Quincy passait de plus en plus souvent devant leur ferme, prétextant diverses courses qui ne nécessitaient pourtant pas de passer par ce chemin détourné. Ces reconnaissances déguisées permettaient à Martha d'observer les habitudes de la famille Hoffman et de repérer les moments où Benjamin pourrait être vulnérable. De même, Ezekiel Hartwell multipliait les propositions d'aide à Joshua, offrant de garder Benjamin pendant que ses parents s'occupaient des travaux de la ferme. Ces offres, présentées comme de simples gestes de bon voisinage, prenaient aux yeux de Prudence l'apparence de tentatives pour isoler l'enfant de sa protection maternelle. Quant au révérend Brennan, il manifestait pour Benjamin une attention particulière qui glaçait le sang de Prudence. Après chaque office, il s'attardait près de l'enfant, lui parlait avec une douceur qui contrastait avec sa sévérité habituelle, lui offrait parfois des friandises qu'il semblait toujours avoir en réserve. Cette sollicitude pastorale, normale en apparence, révélait selon Prudence les intentions prédatrices d'un homme qui préparait son prochain crime. C'est dans ce climat de tension extrême que survint la troisième tragédie, celle qui allait définitivement faire basculer Prudence Hoffman du côté obscur de la vengeance. Un matin de février 1835, Benjamin fut retrouvé mort dans son lit, apparemment victime d'un empoisonnement par des champignons vénéneux. Les circonstances de cette mort paraissaient parfaitement claires. La veille au soir, Benjamin avait participé à un repas communautaire organisé chez les Quincy pour fêter l'anniversaire de l'un de leurs enfants. Plusieurs familles étaient présentes et les enfants avaient joué ensemble avant de partager un goûter préparé par Martha avec l'aide de quelques autres mères. Vers minuit, Benjamin avait commencé à se plaindre de maux de ventre. Prudence, habituée au petit malaise de l'enfance, avait d'abord attribué ces symptômes à un excès de sucrerie. Mais l'état de Benjamin s'était rapidement dégradé. Vomissements violents, convulsions, fièvre élevée, tous les signes d'un empoisonnement grave. Malgré tous ses efforts et toute sa science des plantes médicinales, Prudence n'avait pu sauver son dernier enfant. Benjamin était mort dans ses bras aux premières lueurs de l'aube,
emportant avec lui les derniers vestiges de l'innocence maternelle de Prudence. L'enquête sommaire menée par les hommes de la communauté conclut rapidement à un empoisonnement accidentel. Martha Quincy expliqua que des champignons récoltés par les enfants dans la forêt avaient probablement été mélangés par inadvertance aux ingrédients du goûter. Cette explication, plausible dans une région où les champignons toxiques abondaient, satisfit toutes les personnes présentes. Toutes, sauf Prudence. Car cette dernière savait parfaitement que Benjamin, éduqué depuis sa plus tendre enfance aux dangers de la forêt, n'aurait jamais touché à un champignon sans l'autorisation expresse d'un adulte. De plus, l'enfant détestait le goût des champignons et refusait systématiquement d'en manger, même quand ils étaient parfaitement comestibles. Cette contradiction flagrante entre la version officielle et la réalité du caractère de Benjamin convainquit définitivement Prudence que son fils avait été assassiné. Mais cette fois, elle garda ses soupçons pour elle, comprenant que ses accusations précédentes l'avaient discrédité aux yeux de la communauté. L'enterrement de Benjamin acheva de transformer Prudence Hoffman. La mère aimante et confiante d'autrefois disparut définitivement, remplacée par une femme froide et calculatrice qui avait compris que la justice officielle ne viendrait jamais punir les assassins de ses enfants. Si elle voulait venger ses fils, elle devrait agir seule, dans l'ombre, avec la même patience et la même méthode que leurs meurtriers. Les mois qui suivirent la mort de Benjamin furent marqués par une transformation radicale de Prudence Hoffman. Extérieurement, elle semblait avoir accepté son sort et retrouvé un semblant d'équilibre. Elle reprit ses activités de guérisseuse, s'occupa de sa grossesse avancée, participa aux activités communautaires avec une discrétion qui rassura son entourage. Mais cette apparente normalité cachait une métamorphose profonde. Prudence avait décidé de mener sa propre enquête sur les responsables de la mort de ses enfants. Et surtout, elle avait résolu de leur infliger le châtiment qu'ils méritaient. Cette résolution, prise dans la douleur et la colère, allait la transformer en un instrument de justice aussi implacable que ceux qu'elle combattait. Sa première démarche consista à rassembler méthodiquement toutes les preuves de la culpabilité de ses ennemis. Elle entreprit une surveillance discrète mais systématique d'Ezekiel Hartwell, Martha Quincy et du révérend Brennan, notant leurs habitudes, leurs rencontres secrètes, leurs réactions dans diverses circonstances. Cette observation patiente lui révéla l'existence d'un réseau de complicité beaucoup plus étendu qu'elle ne l'avait imaginé. D'autres familles de Cedar Hollow étaient impliquées, soit directement dans les crimes, soit dans leur dissimulation. La communauté entière était rongée par un système de secrets et de chantage mutuel qui expliquait le silence complice qui entourait les morts suspectes d'enfants. Prudence découvrit ainsi que Thomas Quincy, le mari de Martha, était parfaitement au courant des infidélités de sa femme et des conséquences de ses liaisons. Loin d'en souffrir, il utilisait ces informations pour faire chanter ses rivaux commerciaux et s'assurer une position dominante dans les échanges économiques de la vallée. De même, plusieurs autres hommes de la communauté, compromis par leurs propres aventures extra-conjugales, participaient activement à l'élimination de leurs bâtards pour éviter les scandales et les réclamations de pensions alimentaires. Cette solidarité criminelle transformait Cedar Hollow en une société secrète où le meurtre d'innocents servait à préserver l'ordre social et les réputations établies. Fort de ces révélations, Prudence élabora un plan de vengeance d'une subtilité diabolique. Plutôt que de dénoncer publiquement les coupables, ce qui n'aurait fait que mobiliser leur réseau de complices, elle décida de les éliminer un par un en utilisant leur propre méthode contre eux. Son premier objectif fut Ezekiel Hartwell, qu'elle considérait comme le cerveau de la conspiration. L'homme, qui se croyait intouchable grâce à sa position sociale et à ses complicités, ne se méfiait pas de la petite femme endeuillée qu'il avait contribué à briser. L'occasion se présenta lors du repas communautaire organisé pour célébrer la naissance du 4e enfant de Prudence, une petite fille prénommée Mary, en l'honneur de la mère de Jésus. Cette tradition, qui voulait que toute la communauté partage la joie des parents, offrait à Prudence le cadre parfait pour son premier acte de justice.
Prudence avait passé des semaines à préparer son poison, utilisant sa connaissance approfondie des plantes toxiques des Ozarks. Elle avait sélectionné un mélange subtil de racines de ciguë et de feuilles de belladone, dosé pour provoquer un arrêt cardiaque qui passerait pour une mort naturelle chez un homme de l'âge d'Ézéchiel. Le soir du repas, elle incorpora discrètement sa préparation dans l'assiette d'Ézéchiel, profitant d'un moment où l'attention générale était détournée vers les félicitations adressées aux nouveaux parents. Le poison, au goût imperceptible quand il était mélangé à la sauce épicée qui accompagnait le porc rôti, passa totalement inaperçu. Les effets ne se firent pas attendre. Vers la fin du repas, Ézéchiel commença à se plaindre de douleurs thoraciques et d'essoufflement. Ces symptômes, attribués d'abord à un excès de nourriture et d'alcool, s'aggravèrent rapidement jusqu'à la crise cardiaque fatale qui emporta l'homme en quelques minutes. La mort d'Ézéchiel Hartwell fut unanimement attribuée à ses excès de table et à son mode de vie sédentaire. Personne ne soupçonna un empoisonnement, d'autant que Prudence, en tant que guérisseuse de la communauté, fut la première à tenter de le sauver par des massages cardiaques et des décoctions stimulantes qui témoignaient de sa bonne volonté. Le succès de cette première vengeance confirma à Prudence la justesse de sa méthode. Elle avait éliminé l'un des assassins de ses enfants sans éveiller le moindre soupçon, prouvant qu'elle était capable de jouer le même jeu que ses ennemis avec autant d'habileté qu'eux. Mais Prudence ne comptait pas s'arrêter là. Martha Quancy, qu'elle tenait pour directement responsable de la mort de Samuel, allait connaître à son tour le châtiment qu'elle méritait. Cette seconde vengeance nécessitait une approche différente, car la mort subite d'une seconde personne dans un délai rapproché risquait d'éveiller des soupçons. Prudence opta pour un accident, méthode que ses victimes avaient elles-mêmes utilisée pour assassiner ses enfants. Elle passa plusieurs semaines à observer les habitudes de Martha, cherchant l'occasion parfaite pour mettre son plan à exécution. Cette occasion se présenta quand Martha entreprit de réparer la toiture de son poulailler, travail qu'elle effectuait traditionnellement seule pendant que son mari parcourait la région pour ses activités de forgeron. L'échelle de bois branlante que Martha utilisait pour accéder au toit présentait une faiblesse structurelle que Prudence avait remarquée lors de précédentes visites. Dans la nuit précédant les travaux de Martha, Prudence se glissa discrètement jusqu'au poulailler et scia partiellement l'un des barreaux de l'échelle, choisissant celui qui supporterait le poids maximum quand Martha grimperait pour atteindre la partie la plus élevée du toit. Cet sabotage, effectué avec la précision d'un charpentier expérimenté, était calculé pour provoquer une chute mortelle au moment précis où Martha se trouverait dans la position la plus vulnérable. Le lendemain matin, Martha commença ses travaux sans se douter du piège qui l'attendait. Prudence, qui observait la scène depuis sa propre ferme avec l'aide d'une longue vue dérobée à Joshua, assista à l'accomplissement de sa vengeance avec une satisfaction froide. Quand Martha atteignit le barreau saboté, celui-ci céda comme prévu, entraînant la chute de la femme qui se fracassa la nuque sur les pierres aiguës disposées autour du poulailler pour protéger les volailles des prédateurs. La mort fut instantanée, et l'accident parfaitement crédible aux yeux de tous ceux qui connaissaient l'état défaillant de l'échelle. L'enquête sommaire menée par les hommes de la communauté conclut sans surprise à un accident domestique, type de tragédie malheureusement fréquente dans la vie pionnière. Prudence participa aux recherches et aux secours avec le même dévouement apparent qu'elle avait manifesté lors de la mort d'Ézéchiel, consolidant sa réputation de femme charitable et dévouée. Mais au fond de son cœur, Prudence savourait l'accomplissement de sa seconde vengeance. Martha Quancy, qui avait assassiné Samuel en prétendant le protéger, avait connu le même sort que ses jeunes victimes, une mort violente déguisée en accident. Il ne restait plus qu'un coupable à châtier. Le révérend Silas Brennan, l'homme qui avait séduit Prudence dans sa jeunesse et qui payait aujourd'hui ses propres crimes en éliminant les preuves vivantes de sa corruption. Cette dernière vengeance serait la plus délicate, car Brennan était un homme intelligent et méfiant qui pourrait soupçonner la véritable nature des récents décès.
L'affrontement final entre Prudence Hoffman et le révérend Silas Brennan devait se jouer selon des règles différentes de celles qui avaient présidé aux deux vengeances précédentes. Brennan, homme cultivé et observateur, avait probablement établi des connexions entre la mort d'Ezekiel Hartwell, l'accident de Martha Quincy et la présence constante de Prudence sur les lieux de ces tragédies. Cette suspicion mutuelle créait entre eux un climat de guerre froide particulièrement tendu. Chacun savait que l'autre constituait un danger mortel, mais aucun ne pouvait agir ouvertement sans révéler sa propre culpabilité. Cette situation d'équilibre instable ne pouvait durer indéfiniment, et Prudence comprenait qu'il lui fallait frapper la première si elle voulait survivre à cet affrontement. L'occasion de ce duel final se présenta lors de la préparation de la fête de Pâques, tradition importante dans la vie religieuse de Cedar Hollow. Brennan avait demandé à plusieurs femmes de la communauté, dont Prudence, de l'aider à décorer l'église et à préparer les festivités. Ces préparatifs nécessitaient de nombreuses rencontres privées entre le pasteur et ses collaboratrices, rencontres qui offraient à Prudence l'opportunité qu'elle cherchait. Mais Brennan, conscient du danger que représentait la mère endeuillée, avait pris ses précautions. Il ne recevait jamais Prudence seule, s'arrangeait toujours pour que d'autres personnes soient présentes, évitait de consommer quoi que ce soit qu'elle aurait pu préparer. Cette méfiance réciproque transformait leurs interactions en un ballet mortel où chaque geste, chaque parole pouvait dissimuler une tentative d'assassinat. C'est finalement Brennan qui commit l'erreur fatale. Convaincu que Prudence était responsable des récents décès et craignant qu'elle ne révèle leurs anciens liens, il décida de passer à l'offensive. Son plan consistait à attirer Prudence dans un piège mortel en utilisant sa propre fille comme appât. Mary, la petite fille née quelques mois plus tôt, présentait une ressemblance troublante avec le révérend qui ne pouvait échapper longtemps à l'attention de la communauté. Brennan comprenait que cette ressemblance constituait pour lui une menace permanente et une preuve vivante de ses anciens péchés. Éliminer simultanément la mère et l'enfant lui permettrait de clore définitivement ce chapitre compromettant de son existence. Le piège fut tendu lors d'une promenade au clair de lune que Brennan proposa à Prudence sous prétexte de discuter en privé de questions spirituelles liées à son deuil. Cette invitation, présentée comme une manifestation de sollicitude pastorale, dissimulait en réalité l'intention d'attirer la jeune femme dans un endroit isolé où il pourrait l'éliminer sans témoin. Prudence, qui avait percé les intentions du révérend, accepta néanmoins ce rendez-vous car elle y voyait l'occasion de régler définitivement leur compte. Elle se prépara à cette confrontation avec le même soin méticuleux qu'elle avait apporté à ses précédentes vengeances, emportant avec elle une lame effilée dissimulée dans les plis de sa robe et une fiole contenant son poison le plus foudroyant. La rencontre eut lieu dans la clairière isolée où Brennan avait coutume de méditer et de préparer ses sermons. L'endroit, éclairé par la lune pleine d'avril, offrait un cadre théâtral parfait pour ce duel à mort entre deux âmes également corrompues par leurs crimes respectifs. C'est là que Brennan commit sa seconde erreur fatale. Croyant avoir affaire à une femme fragilisée par le deuil et la maternité récente, il sous-estima la détermination meurtrière de Prudence. Quand il tenta de l'étrangler en profitant d'un moment où elle semblait absorbée par ses prières, il découvrit trop tard qu'elle l'attendait de pied ferme. Le combat qui s'ensuivit fut bref mais d'une violence inouïe. Brennan, homme robuste habitué aux travaux physiques, avait l'avantage de la force brute. Mais Prudence, animée par une rage maternelle qui décuplait son énergie, compensait cette infériorité par sa détermination et sa préparation tactique. Quand Brennan comprit qu'il ne parviendrait pas à maîtriser sa victime par la force pure, il commit l'erreur de relâcher momentanément son étreinte pour saisir un gourdin qui traînait près d'eux. Ce répit permit à Prudence de porter le coup fatal qu'elle avait préparé. Un coup de lame précis entre les côtes visant directement le cœur. Mais c'est dans ces derniers instants que Brennan révéla à Prudence la vérité la plus terrible de toute cette affaire. Agonisant dans la clairière baignée de lune, il trouva la force de lui avouer ce qu'elle n'avait jamais soupçonné. Ses enfants n'étaient pas morts parce qu'ils étaient illégitimes, mais parce qu'ils étaient légitimes.
Tu ne comprends donc pas, misérable femme, murmura-t-il entre deux râles. Tes enfants, ils ne ressemblaient pas à Joshua, parce qu'ils étaient de moi, mes vrais enfants, que j'ai dû éliminer, pour préserver mon ministère. Cette révélation stupéfia Prudence. Ses 3 fils n'étaient pas les victimes d'une épuration ciblant les bâtards, mais les enfants légitimes d'un père qui les avait sacrifiés à son ambition et à sa réputation. Nathaniel, Samuel et Benjamin étaient morts non pas à cause de leur illégitimité, mais précisément parce qu'ils portaient en eux la preuve de la paternité de Brennan. Mais ce n'était pas tout. Dans un ultime sursaut de cruauté, le révérend mourant révéla à Prudence l'ampleur véritable de sa corruption. Et la petite Mary, elle aussi, elle devra disparaître, comme les autres, car elle est de moi, comme tous ceux que j'ai dû faire taire. Cette confession acheva de faire basculer Prudence dans un abîme de horreur. Non seulement Brennan était le père de tous ses enfants, mais il avait également engendré la plupart des autres enfants morts de Cedar Hollow. Le révérend était un prédateur sexuel qui avait systématiquement abusé des femmes de sa congrégation avant d'éliminer les preuves vivantes de ses crimes. Ezekiel Hartwell et Martha Quincy n'étaient que ses complices, chargés d'exécuter les assassinats qu'il orchestrait depuis l'ombre de sa chair. Toute la communauté de Cedar Hollow était sous l'emprise de cet homme qui utilisait son autorité spirituelle pour satisfaire ses pulsions les plus viles et éliminer ensuite les témoins gênants. La mort du révérend Silas Brennan dans la clairière marqua un tournant décisif dans l'affaire Prudence Hoffman. Mais elle n'en constitua pas la conclusion. Car si Prudence avait réussi à éliminer le cerveau de la conspiration criminelle, elle devait maintenant affronter les conséquences de ses actes et les révélations terrifiantes qu'elle avait découvertes. Le corps de Brennan fut retrouvé le lendemain matin par un chasseur qui donnait l'alerte à toute la communauté. Les circonstances de la mort, avec cette blessure mortelle au cœur et les traces de lutte visibles sur les lieux, ne permettaient pas de conclure à un accident ou à une mort naturelle. Pour la première fois depuis le début de cette série de tragédies, Cedar Hollow était confronté à un meurtre évident. L'enquête qui s'ensuivit révéla rapidement l'identité de la coupable. Prudence, épuisée physiquement et moralement par des mois de tension et de violence, n'avait pas pris les précautions nécessaires pour dissimuler sa culpabilité. Des témoins l'avaient vu se diriger vers la clairière le soir du crime, et les traces de sang sur ses vêtements constituaient des preuves accablantes. Mais quand les hommes de Cedar Hollow vinrent l'arrêter, Prudence ne nia pas sa culpabilité. Au contraire, elle révéla publiquement tout ce qu'elle avait découvert sur les crimes de Brennan et de ses complices. Ces révélations, d'abord accueillies avec incrédulité, furent progressivement confirmées par des témoignages et des preuves que la mort du révérend permettait enfin de révéler au grand jour. Les fouilles menées dans les affaires personnelles de Brennan confirmèrent les accusations de Prudence. Les carnets secrets, les collections macabres d'objets ayant appartenu aux enfants morts, les correspondances avec des complices extérieurs à la communauté, tout témoignait de l'ampleur et de la durée de ces crimes. Plus troublant encore, l'exhumation des corps des enfants officiellement morts d'accident révéla dans plusieurs cas des traces de violence qui avaient été dissimulées lors des premiers examens. Les autorités du comté, alertées par l'ampleur du scandale, diligentèrent une enquête approfondie qui confirma les soupçons les plus noirs de Prudence. Mais cette confirmation posthume de la culpabilité de Brennan ne disculpait pas Prudence de ses propres crimes. Elle avait empoisonné Ezekiel Hartwell, provoqué la mort de Martha Quincy et assassiné le révérend de ses propres mains. Ces actes, même motivés par la vengeance légitime d'une mère, constituaient des meurtres aux yeux de la loi. Le procès de Prudence Hoffman, qui se déroula à Springfield au printemps 1836, passionna l'opinion publique du Missouri et bien au-delà. L'affaire, rapportée par les journaux de Saint-Louis et même de New York, soulevait des questions morales et juridiques complexes qui divisaient profondément la société américaine de l'époque. L'accusation représentée par le procureur du comté soutenait que Prudence était coupable de 3 meurtres prémédités et devait être pendue selon la loi du Missouri. Ces crimes,
même motivés par des circonstances dramatiques, ne pouvaient être excusés par la société civile sans remettre en cause les fondements mêmes de l'ordre juridique. La défense, menée par un avocat de Springfield sensible au caractère exceptionnel de l'affaire, plaidait les circonstances atténuantes. Prudence était une mère qui avait vu assassiner ses 3 enfants par des criminels protégés par leur position sociale et l'omerta communautaire. Privée de tout recours légal, elle avait été contrainte de se faire justice elle-même pour protéger son dernier enfant et venger ses fils morts. Le jury, composé d'hommes de la région qui comprenaient les réalités de la vie pionnière, fut profondément divisé par cette affaire. Certains jurés voyaient en Prudence une meurtrière froide qui avait utilisé ses connaissances empoisonneuses pour tuer des voisins respectables. D'autres la considéraient comme une héroïne qui avait eu le courage de débarrasser la société de prédateurs particulièrement dangereux. Les débats durèrent plusieurs semaines, ponctués par des témoignages bouleversants. Joshua Hoffman, brisé par la découverte que ses enfants n'étaient pas de lui mais profondément loyal envers sa femme, témoigna en faveur de Prudence. Les parents des autres enfants victimes de Brennan vinrent confirmer les soupçons qu'ils avaient toujours nourris sans oser les exprimer. Mais le témoignage le plus troublant fut celui de Thomas Quincy, le veuf de Martha. Cet homme, rongé par la culpabilité de son silence complice, révéla au tribunal l'existence du réseau de chantage et de complicité qui permettait à Brennan d'opérer en toute impunité. Sa femme, expliqua-t-il, avait été contrainte de participer au crime par les menaces du révérend qui possédait des preuves de ses propres infidélités. Ces révélations éclairèrent, sous un jour nouveau, la personnalité complexe de Prudence Hoffman. Elle n'était ni la mère innocente qu'elle paraissait être au début de l'affaire, ni la criminelle endurcie que dépeignait l'accusation. C'était une femme prise dans un engrenage de violence et de corruption qui dépassait largement sa responsabilité individuelle. Le verdict, rendu après 3 jours de délibération, reflétait cette ambiguïté morale. Prudence fut reconnue coupable d'homicide volontaire, mais avec des circonstances atténuantes exceptionnelles. Au lieu de la peine de mort réclamée par l'accusation, elle fut condamnée à 15 années de prison, sentence qui tenait compte à la fois de la gravité de ses actes et des circonstances dramatiques qui les avaient motivés. Mais l'histoire de Prudence Hoffman ne s'arrêta pas aux portes de la prison de Jefferson City. L'affaire avait soulevé des questions si profondes sur la nature de la justice et de la vengeance qu'elle continua à faire débat pendant des décennies. Des intellectuels de l'époque, des juristes, des moralistes, s'emparèrent du cas pour illustrer leurs théories sur la condition féminine, la justice populaire et les limites de la loi écrite. Prudence elle-même, incarcérée dans des conditions particulièrement difficiles, ne survécut que 3 années à son emprisonnement. Elle mourut en 1839 des suites d'une pneumonie contractée dans les cachots humides de la prison, emportant avec elle les derniers secrets de l'affaire Cedar Hollow. Sa fille Mary, élevée par des parents adoptifs à Saint-Louis, grandit dans l'ignorance totale de son véritable héritage. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle découvrit l'identité de sa mère et les circonstances dramatiques de sa naissance. Cette révélation la marqua profondément et influença sa décision de consacrer sa vie à l'aide aux femmes en détresse, comme si elle cherchait à racheter par ses bonnes œuvres les crimes de ses parents biologiques. Joshua Hoffman, brisé par la découverte de la véritable nature de sa femme et de l'origine de ses enfants, quitta Cedar Hollow peu après le procès. Il s'installa dans l'Oregon Territory, où il vécut en ermite jusqu'à sa mort en 1852. Les rares témoins de ces dernières années rapportent qu'il parlait souvent de prudence, alternant entre la condamnation de ses crimes et la compréhension de ses motivations. Cedar Hollow elle-même ne survécut pas longtemps au scandale qu'il avait révélé au monde. La communauté, rongée par les révélations sur les crimes de Brennan et divisée par les positions contradictoires de ses membres dans l'affaire Hoffman, se délita progressivement. Plusieurs familles partirent s'installer ailleurs, fuyant les regards curieux des visiteurs attirés par la notoriété sinistre de la vallée.
En 1845, les derniers habitants abandonnèrent leurs fermes, et Cedar Hollow redevint une vallée sauvage livrée à la végétation envahissante. L'église où avait prêché le révérend Brennan s'effondra quelques années plus tard, et le petit cimetière où reposaient Nathaniel, Samuel et Benjamin fut progressivement envahi par les ronces et oublié de tous. Pourtant, l'affaire Prudence Hoffman continua à hanter les mémoires bien au-delà de la disparition de Cedar Hollow. Les journalistes de l'époque, les écrivains populaires, les conteurs de veillées s'emparèrent de cette histoire qui mêlait crimes passionnels, corruption religieuse et justice expéditive. Chaque narrateur y ajoutait ses propres interprétations, ses propres morales, transformant peu à peu les faits réels en légendes. Certaines versions de l'histoire faisèrent de Prudence une héroïne romantique, sacrifiant sa vie pour venger ses enfants innocents. D'autres la dépeignaient comme une empoisonneuse calculatrice animée par la jalousie et la soif de pouvoir. La réalité, plus complexe et plus troublante, se perdait dans ces reconstructions successives qui en disaient davantage sur les préoccupations de leurs auteurs que sur les faits historiques. Les archives judiciaires du comté de Taney County, qui conservaient les pièces originales du procès, furent partiellement détruites dans un incendie en 1862. Cette perte documentaire contribua encore à l'occultation de la vérité historique et à la transformation de l'affaire Hoffman en mythe populaire aux contours flous. Il fallut attendre les travaux de l'historien local Jeremiah Caldwell dans les années 1880 pour qu'une tentative sérieuse soit entreprise de reconstituer les faits réels de l'affaire. Caldwell, qui se trouvait être un descendant éloigné de Prudence par sa famille maternelle, consacra plusieurs années à collecter les témoignages survivants, à exhumer les documents épars, à retrouver les traces matérielles de ce drame oublié. Ses recherches, publiées en 1887 sous le titre The Cedar Hollow Tragedy, A Study in Frontier Justice, apportèrent un éclairage nouveau sur la personnalité de Prudence Hoffman et les circonstances exactes de ses crimes. Caldwell démontrait notamment que Prudence n'était pas la femme simple et naïve que dépeignaient la plupart des récits, mais une personnalité complexe, intelligente et déterminée qui avait élaboré sa vengeance avec une méthode digne d'un criminel professionnel. Plus troublant encore, les recherches de Caldwell révélaient que l'affaire Cedar Hollow n'était peut-être pas un cas isolé. D'autres communautés isolées des Ozarks avaient connu des séries de morts d'enfants suspects au cours de la même période, souvent en présence de prédicateurs itinérants aux mœurs douteuses. Ces parallèles suggéraient l'existence d'un phénomène plus large de prédation sexuelle et de crimes rituels dans les communautés pionnières mal contrôlées par les autorités officielles. Cette hypothèse, si elle ne put jamais être définitivement prouvée, jetait une lumière sinistre sur les conditions de vie dans l'Amérique rurale du début du XIXe siècle. Elle révélait les dangers particuliers que couraient les communautés isolées, livrés à l'autorité sans contrôle de personnages charismatiques qui pouvaient exploiter leur position pour satisfaire leurs pulsions les plus viles. L'œuvre de Caldwell contribua à réhabiliter partiellement la mémoire de Prudence Hoffman. Sans excuser ses crimes, l'historien démontrait qu'elle avait été confrontée à une situation exceptionnelle qui justifiait, sinon ses méthodes, du moins ses motivations. Prudence apparaissait moins comme une criminelle que comme une victime qui avait retourné contre ses bourreaux les armes que ces derniers utilisaient contre les innocents. Cette réinterprétation de l'affaire Hoffman influença durablement la perception de la justice populaire dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle. Elle alimenta les débats sur les droits des femmes, sur les limites de l'autorité religieuse, sur la nécessité d'un contrôle démocratique des institutions dans les territoires pionniers. Aujourd'hui encore, plus de 150 ans après ces événements, l'affaire Prudence Hoffman continue d'interroger sur les limites morales de la vengeance et sur les circonstances qui peuvent transformer une mère aimante en instrument de justice implacable. Les quelques vestiges de Cedar Hollow, enfouis sous la végétation des Ozarks, témoigne silencieusement de ce drame qui révéla les abîmes de perversité que peut dissimuler l'apparence la plus respectable.
Car si l'histoire de Prudence Hoffman nous enseigne quelque chose, c'est que la corruption peut prospérer partout où l'autorité échappe au contrôle, et que la justice, quand elle est bafouée par ceux qui devraient l'incarner, peut ressurgir sous les formes les plus inattendues et les plus terribles. Vous venez d'entendre l'une des affaires criminelles les plus complexes et les plus troublantes de l'histoire américaine du 19e siècle. Une histoire qui nous rappelle que derrière les façades les plus respectables peuvent se cacher les secrets les plus sombres, et qu'une mère confrontée à l'impensable peut devenir l'instrument d'une justice terrible. Alors, que pensez-vous de cette affaire? Prudence Hoffman était-elle une criminelle ou une justicière? Ces crimes étaient-ils justifiés par les circonstances exceptionnelles qu'elle avait vécues? Dites-nous votre opinion en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres mystères historiques troublants et surtout, partagez cette histoire avec tous ceux qui s'interrogent sur les limites entre justice et vengeance. Car après tout, qui peut dire avec certitude ce qu'il ferait dans les mêmes circonstances que Prudence Hoffman? Et vous, jusqu'où iriez-vous pour protéger ceux que vous aimez?